Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Eh bien, bonjour à vous toutes et vous tous. Je suis donc ravie de vous accueillir ici à la Cité de la Réussite pour cette conférence avec ce titre qui est plus qu'emblématique, la transition écologique face au temps de l'horloge climatique. Dans un instant, donc, les étudiants qui sont au premier rang vont poser leurs questions aux intervenants que je vais vous présenter. Je vais prendre le temps aussi de me présenter. On fait sa publicité personnelle aussi, hein, pourquoi pas. Nathalie Croiset, je suis ravie d'être avec vous. Je suis journaliste spécialiste des questions de transition écologique depuis une quinzaine d'années. Je ne cache pas que je suis tombée là-dedans tout à fait par hasard. Un jour, on m'a confié une émission à BFM Business et j'en suis ravie. Depuis, je collabore notamment à un média qui est en développement, une web radio qui s'appelle Carbone Zéro, la radio, où on met en avant justement les transitions, parce qu'il y a la transition écologique, la transition numérique, il y a la transition des territoires. Enfin, on transite beaucoup et on met en avant beaucoup ces sujets. Et donc, je suis ravie d'être avec vous pour, on va dire, modérer, comme on le dit dans le langage, ce débat. Je vais présenter les 3 intervenants qui sont
avec nous. Je me permets d'excuser 2 intervenants qui ont dû malheureusement décliner. On aurait été ravis d'accueillir Nigel Topping, qui est champion de haut niveau de l'ONU pour l'action climatique. Malheureusement, il a dû décliner pour une raison personnelle grave, donc je pense que vous pouvez comprendre. Et puis Marc Prikaski, qui est donc le PDG de Seva Santé Animale, devait prendre un train ce matin qui a été annulé. Donc voilà, il n'a pas pu venir, il s'en excuse aussi. On est ravis, mais on a déjà un très beau panel aussi avec vous 3. Donc merci d'être avec nous. Michel Fredo, qui est directeur associé senior au sein du BCG. Alors je reprends un peu les études de chacun parce que c'est toujours bien comme on a affaire à des étudiants. Vous êtes diplômé de Wharton University en Pennsylvanie, c'est ça, et de l'ENSAE, et vous avez effectué quasiment l'ensemble de votre carrière professionnelle au BCG, hein, c'est ça, ça devient des choses exceptionnelles de rester toujours, on va dire, dans la même entreprise. Donc merci beaucoup d'être avec nous, et dans un instant, évidemment, je vous passerai la parole. On est ravis aussi d'accueillir Vanessa Miller-Fels, merci d'être avec nous, qui est VP Global Environment chez Schneider Electric, hein, pour bien parler français. Alors donc vous avez été diplômé de Sciences Po, ESCP Paris, ancienne élève de l'ENA aussi. Vous avez d'ailleurs débuté au ministère de l'écologie, hein, c'est bien ça. Et vous avez évidemment, depuis, vous consacrez toute votre carrière à ces questions de changement climatique. Vous avez notamment été en charge de la feuille de route carbone de Microsoft. Alors d'où le fait que vous allez aussi un peu avoir des anglicismes dans ce que vous parlez. D'ailleurs, vous êtes souvent du côté des États-Unis, et donc maintenant vous avez rejoint Schneider Electric, et vous pourrez nous en dire plus dans un instant. Et puis Yann Bria-Savarin, bonjour, qui est donc vice-président exécutif en charge de la stratégie du groupe Forestia, qui va devenir Forvia, c'est ça vous m'avez dit, parce que voilà, il y a une fusion, donc ça va encore changer de nom, il va falloir l'identifier. Vous êtes diplômé des mines ParisTech et de Sciences Po, vous avez débuté votre carrière professionnelle à Michelin, vous avez aussi fait un passage par le BCG, voilà, donc c'est le point commun, et donc maintenant vous êtes au sein de Forestia, après aussi un passage par le groupe Rousselet. Voilà, donc merci à tous les 3 d'être ici. Je vais vous passer la parole dans un instant pour poser le contexte. On m'a demandé aussi de vous détailler cette salle magnifique où on se trouve, parce qu'on a quand même des très beaux espaces, hein. C'est pas anecdotique, il y a 4 grandes huiles sur toile. Alors vous voyez, les 2 plus importantes, elles sont en face à face, hein. Il y a le pont de la Princesse Alice et en face le harponnage, et puis de part et d'autre, hein, le retour du chalut et le laboratoire du bord, de part et d'autre de la loggia, sont des scènes authentiques, puisque le peintre accompagnait le prince Albert Ier de Monaco, qui a fondé, hein, l'un des 2 établissements, l'Institut océanographique, même les 2 instituts, et donc Albert Ier de Monaco, qui était navigateur, pionnier de l'océanographie, donc c'est très emblématique. La scène du fond, elle peut peut-être un peu choquer, hein, parce qu'on est en train de voir un harponnage, mais c'est aussi en étudiant, hein, les débris régurgités par un cachalot que vont être découverts de nouvelles espèces d'un grand intérêt scientifique. Donc voilà, on n'est pas dans un lieu totalement neutre, et c'est important de le rappeler. Et puis un mot quand même de la Cité de la Réussite, parce que pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, en tout cas vous la connaissez puisque vous êtes là. Elle est organisée depuis 1989 à la Sorbonne. Là, il y a 3 espaces, hein, cette année. Et donc, elle fête ses 30 ans cette année, sous le signe du temps, parce que bon, je pense qu'il y a une petite pause aussi avec ce qu'on a connu. Et c'est une manifestation donc qui permet à des centaines de jeunes étudiants de dialoguer avec des personnalités. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, je pense que là, j'ai déjà dit, on va dire pas mal de choses. On va peut-être commencer d'abord par le contexte, avant que je passe la parole aux étudiants, pour en dire évidemment un peu plus. Alors, vous le savez, on a eu des rapports, hein, récemment du GIEC. Je vais rechercher mon document. C'est la difficulté de pas toujours avoir les bons documents sous la main. Et donc, je disais, en avril dernier, hein, les experts du climat de l'ONU ont publié un nouveau rapport consacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des préconisations qui ont pour objectif, je vous le rappelle, hein, avec les accords de Paris, c'est quand même de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, hein, comme ça avait été convenu en 2015, avec toute une série de solutions. Je pense que vous avez dû voir circuler le chiffre qu'on avait 3 ans pour agir. Alors, j'ai parlé avec un des auteurs du rapport du GIEC, hein, Nadia Mazri, qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi on a sorti 3 ans, c'est maintenant qu'il faut agir. Enfin, c'est un chiffre peut-être emblématique qui va encore faire peut-être dire, ah ben oui, mais on a encore 3 ans pour attendre, mais il faut vraiment agir. Et donc l'objectif, c'est de savoir comment les entreprises peuvent se positionner par rapport à toutes ces préconisations.
Qu'est-ce que ça veut dire aussi quand on parle de sobriété? Je pense que vous avez vu que le mot a surgi et qu'on le voit de plus en plus. Il y a les enjeux de neutralité carbone aussi qui sont imposés comme l'objectif majeur depuis l'accord de Paris en 2015. Donc on va parler de tout ça. Et puis un panel d'étudiants dans un instant va poser des questions qu'il a bien préparées, je le sais. Vous pourrez aussi, vous aurez un temps de questions-réponses vers la fin aussi. Je précise aussi que l'intégralité du débat est filmée pour pouvoir aussi être retransmis et retranscrit. L'objectif, c'est d'aller au-delà de cette journée. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses, je crois, en introduction. J'ai beaucoup parlé, donc c'est très bien de passer la parole aux uns et aux autres. Et peut-être d'abord de parler aussi de ce contexte, de ce qu'on vit, parce que là, on parle quand même de l'horloge climatique. C'est typiquement l'objet de ce débat. Comment vous commentez tout ça, Michel Fredo? Alors, vous allez vous partager un micro, je vous en prie. Merci Nathalie, et ravi d'être avec vous, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes et c'est assez motivant. Par rapport à l'horloge climatique, c'est simple, on est en retard, voire très en retard, mais c'est encore possible. Et de toute façon on n'a pas le choix, donc ça sera possible. Je pense que ce qu'on a vu suite à la COP 21, la COP de Paris, qui a été assez déterminante parce que l'ensemble des États se sont engagés à développer des plans pour rester sous les 2 degrés en essayant de s'approcher au maximum de 1,5 degré. Je vous rappelle que chaque 0,1 degré a une différence significative par rapport aux événements climatiques, leur intensité, leur fréquence, la biodiversité, etc. Donc c'est pas neutre, c'est très important. Et c'est important de comparer avec le corps humain. Une fois, on m'a fait cette comparaison. Quand on a 37 degrés, on est bien. À partir de 38, on est déjà beaucoup moins bien. Et plus ça augmente, moins on est bien. Donc c'est pour... Parce que certains vont se dire 1,5 degré, c'est rien du tout. S'il fait 20,5 au lieu de 19, tout va bien, mais c'est pas du tout ça. Tout à fait. Donc c'est vraiment un objectif important à garder en tête et ne pas relâcher la contrainte. Ce qu'on a vu à la COP 26 l'année dernière, à Glasgow, c'est que on a réussi par rapport à des engagements qui étaient de l'ordre, si on les quantifie de 2,7 degrés avant la COP, de les ramener à 2,1, 2,4 en poussant un certain nombre d'engagements de certains pays. Donc ça veut dire que progressivement ça converge vers le 2 degrés, mais on n'y est pas. Et donc c'est un souci, et donc il va falloir continuer à négocier avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Australie, avec un certain nombre de pays, je ne parle même pas de la Russie, enfin ils font partie aussi du lot des gens clairement en retard, de manière à continuer à forcer à avoir des ambitions qui sont à la hauteur. Mais surtout à la COP26, je pense que ce qui était important, c'est de voir l'engagement des entreprises. Parce que jusqu'à présent, les COP, objectivement, c'était des discussions et des négociations entre États. Les entreprises étaient peu présentes. L'engagement des entreprises à la COP26 était majeur, avec plus de 5 ou 6 000 entreprises. Nigel Toppings, qui malheureusement n'est pas là avec nous, nous aurait parlé de la campagne qu'il a lancée de Race to Zero dans tous les secteurs, dans toutes les géographies, d'engager les entreprises à prendre des engagements sur un net zéro à 2050, avec aussi des engagements à 2030 et à 2040. Il y a plus de 6 000 entreprises qui se sont engagées sur cette campagne, avec l'engagement des financiers, les investisseurs, les banques, à travers aussi un engagement très fort sur le financement de la transition. Donc il s'est passé quand même des choses importantes sur la COP26 qui vont continuer ensuite dans la discussion des COP ultérieures. Par rapport à ça, je pense que les entreprises aujourd'hui ont saisi le sujet. On aura ici 2 exemples d'entreprises qui sont plutôt leaders sur le sujet. Je vous laisserai en parler des actions que vous prenez. Mais si je regarde un peu globalement par rapport à l'ensemble des secteurs et par rapport à l'ensemble des pays, l'Europe est en avance. L'Europe est en avance non seulement en termes des entreprises qui prennent le lead sur chacun des secteurs, mais aussi l'aspect politique et l'aspect standard avec la taxonomie permet d'aider, de donner aux entreprises un contexte où il est plus facile d'agir. Les États-Unis sont en fait pas si en retard que ça malgré la période Trump. Les entreprises ont quand même relativement accéléré. Maintenant, si je regarde objectivement en termes d'analyse par rapport à comment les secteurs doivent évoluer par rapport dans les 10 prochaines années pour être compatibles avec un monde à 1,5 degré par rapport à leur portefeuille et leurs opérations actuelles.
Si on parle de 0 à 100% de transformation, on est au maximum à 10-15%. Je ne sais pas si vous allez partager la même opinion que moi. Et c'est à démoyenniser aussi. Il y a encore beaucoup d'entreprises de par le monde qui sont à 0%. Enfin, les plus avancées sont à 10, 15, 20%. Et il y a très peu d'entreprises qui vont au-delà. Et donc, tout le travail reste à faire. Et en fait, les leviers qui ont été mis en place jusqu'à présent, je dirais, c'est les leviers qui étaient les plus faciles, comme les leviers d'économie d'énergie, parce que c'est le levier numéro 1, c'est d'économiser l'énergie. Et c'est fondamental de le faire parce qu'on ne pourra pas tout électrifier si d'abord on ne baisse pas notre consommation. Et le deuxième levier, c'est le passage au renouvelable. Donc ça ne change pas forcément fortement les opérations elles-mêmes d'une entreprise donnée. Donc les leviers de transformation plus forts restent encore à couvrir. Bon, le bon espoir qu'on a, c'est que déjà aujourd'hui, on voit que les entreprises qui avancent plus vite construisent des avantages concurrentiels, puisqu'elles bâtissent déjà un portefeuille en avance par rapport aux autres d'activités dont elles pourront bénéficier dans le futur. Et donc, elles bénéficient d'ores et déjà du recrutement, donc c'est les jeunes. Et je pense qu'on en reparlera, c'est que de plus en plus de jeunes expriment de façon très claire qu'elles ne vont pas rejoindre une entreprise qui n'est pas claire sur ce qu'elle fait sur le climat et sur l'environnement et sur le ESG en général. Donc il y a un avantage au niveau du recrutement, mais il y a évidemment un avantage aussi en termes de vente et en termes de niches de produits qui sont encore que des niches dans la plupart des business, mais qui représentent quand même des sources de croissance importantes puisque de plus en plus d'entreprises et de consommateurs cherchent des produits décarbonés. Et il y a un avantage en termes de coût, puisque je disais, quand vous travaillez sur l'économie d'énergie, non seulement vous gagnez du carbone, mais vous réduisez vos coûts. Et il commence à y avoir aussi un avantage en termes de financiers, puisque les financiers recherchent ce genre d'investissement. Donc il y a déjà des sources d'avantages concurrentiels, pas encore suffisamment. Pour vraiment transcrire ça et accélérer, il faut des politiques fortes, il faut des standards forts, et c'est là-dessus aussi que les COP successifs doivent agir pour que les États développent ces politiques-là. Donc voilà un peu l'état où on en est. Ça avance pas assez vite. Il y a des solutions. Pour les mettre en place, il faut que l'ensemble du système fonctionne, à la fois les politiques pour donner un vrai contexte aux entreprises pour agir, mais aussi au niveau de la demande, que nous, en tant que consommateurs, on demande ces produits-là pour les encourager à les développer plus vite. Voilà, merci pour cette introduction qui va bien ouvrir les échanges. Il y a beaucoup de questions aussi autour de l'innovation, du rôle des entreprises, et les étudiants vont nous en dire un peu plus dans un instant. Vous pouvez passer le micro à Vanessa Miller-Fels pour qu'elle puisse commenter aussi plus globalement, comme je disais, ce sujet, le contexte actuel par rapport aux enjeux d'une entreprise. Merci. Pour revenir sur la question de l'horloge climatique, je pense que le mot pour moi c'est accélération. Et c'est assez ironique puisque beaucoup de sujets de débat sur ces 2 jours vont être sur prendre le temps. Et vraiment sur le climat, on n'a pas le temps de prendre le temps. Il va falloir accélérer et vraiment accélérer à un niveau sans précédent. Si on pense aux transitions énergétiques qui nous ont précédés, quand on est passé du bois au charbon ou du charbon au pétrole, ce sont des transitions énergétiques qui se sont passées sur des décennies, voire des centaines d'années, et qui ne sont pas finies. On utilise encore du bois, beaucoup en Afrique, beaucoup en Asie. On utilise beaucoup de charbon, beaucoup en Europe y compris, mais beaucoup évidemment en Asie. Donc si on doit transitionner vers une économie complètement décarbonée en 30 ans, un peu moins, ça va demander de repenser complètement le monde et de vraiment accélérer tout le changement. Et on en parlera tout à l'heure. Est-ce que le mot de transition est adapté? Et c'est vraiment, je pense que c'est une question essentielle. Vous l'avez très bien dit, Michel, ça va demander la mobilisation de tous. Ce ne sera pas les entreprises, le public ou la société, ça sera ensemble qu'on pourra le faire. Mais le levier de la demande, le levier de la société, la façon dont les changements de comportement du consommateur sont essentiels à pouvoir accélérer ces changements énergétiques. La principale raison à
à la lente transition, enfin aux lentes transitions énergétiques précédentes, c'était la résistance des comportements. Encore aujourd'hui en Afrique, si on travaille sur l'accès à l'énergie, vous pourrez entendre des populations qui ne veulent pas arrêter d'utiliser le bois parce que les aliments cuits au bois ont un goût très différent que les aliments cuits à l'électricité. Et c'est compréhensible. Donc la partie de la demande et de la génération de notre expression de besoin de consommateurs de produits décarbonés est essentielle à accélérer la transition écologique et énergétique. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Exactement. Alors vous pouvez passer le micro à Yann Bria-Savarin de la même façon, la même question on va dire. Merci. Bon, je souscris à tout ce que vous venez de dire. Je suis rentré chez Forestia il y a 4 ans, 4 ans et demi, et l'entreprise que je vois aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était quand j'y suis rentré sur ces sujets. On parlait quasiment pas de sustainability, ou alors on en parlait à la com, où c'était des sujets comme un petit peu, il fallait cocher la case, mais c'était tout. Et il y a eu un changement complet, et donc d'ailleurs la fonction a été créée, elle a été rattachée à la stratégie parce qu'il a été considéré que c'était un sujet stratégique, et en quelques années, c'est devenu au top de nos priorités. Parce que c'est au cœur du business. Parce que c'est au cœur du business, et je pense vraiment qu'en ce moment, toutes les planètes s'alignent, en tout cas pour une entreprise européenne. On voit bien que tout nous pousse à accélérer sur le sujet. Ça va être les nouvelles générations. Moi, je passe plus un entretien pour recruter quelqu'un dans mon équipe sans que le sujet arrive très vite dans les échanges. Donc, je trouve ça super. Nos jeunes employés nous posent beaucoup de questions là-dessus. Ils ont beaucoup d'attentes. Les régulateurs adoptent des lois qui nous font avancer. Les investisseurs, la communauté financière, donc toutes les planètes s'alignent pour que le sujet prenne de plus en plus d'importance, et tant mieux. Même si, comme l'a dit Michel, on n'est pas en avance, je pense, et l'industrie automobile n'a pas, de ce point de vue-là, toujours donné l'exemple. Mais du coup, on est d'autant plus motivé, je pense, pour accélérer. On peut, pour le moment, je pense que ça viendra naturellement aussi avec les échanges. J'avais juste une dernière question à vous poser, puis je vais passer la parole à notre panel d'étudiants. Justement, parce que vous avez parlé des jeunes, vous avez commencé à parler de recrutement, on le voit, alors en particulier en France, et ça va être intéressant d'avoir votre point de vue. Je pense que vous l'avez tous vu, parce que je crois qu'il y a eu près d'1 million de vues sur YouTube de ces étudiants, 8 étudiants de l'école d'ingénieurs agro-Paris-Tech qui, le 30 avril dernier, appelaient même carrément à la désertion, à la bifurcation, en mettant en avant vraiment ces questions écologiques, en critiquant même le modèle actuel des grandes entreprises, il faut être très clair. Récemment, à HEC, une autre étudiante, Anne-Flore Goll, diplômée donc de cette école des hautes études commerciales, à la tribune, a appelé tous ses camarades à changer les règles en disant, après quelques années d'insouciance et quelques mois à HEC, plutôt, j'ai ressenti un profond malaise en prenant conscience que les métiers vers lesquels menaient mes études étaient la principale cause de cet effondrement environnemental. Je pense que vous avez vu aussi le mouvement pour un réveil écologique. Donc en tout cas, on sent du côté des étudiants ici français un vrai mouvement, puis d'aller titiller aussi les entreprises. Alors puisque vous avez le micro, j'allais vous demander qu'est-ce que ça vous inspire les uns et les autres. Allez, commencez, puis on va remonter comme ça. Allez-y. D'abord, je respecte ces prises de parole et je trouve très bien, moi j'aime bien quand les gens ont des convictions. Donc quand les gens les expriment et quand ils ont des convictions fortes, je trouve ça très bien. Je pense qu'on préfère ça plutôt que des gens qui suivent le mouvement. Donc du respect et pas de jugement de valeur. Après c'est assez, je pense que c'est un choix un petit peu individuel. Et ça me ramène à mes années d'étudiant, Max Weber, l'éthique de la responsabilité, ou de la conviction. Moi, en ce qui me concerne, je préfère essayer de changer le système de l'intérieur parce que l'industrie automobile est là, elle ne va pas disparaître. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est une nécessité, et puis c'est aussi l'automobile un vecteur de liberté. Et donc si jamais les gens qui ont des convictions et de la compétence désertent, l'industrie, on risque de la changer beaucoup moins rapidement. Donc voilà, moi, mon choix personnel, c'est d'être de l'intérieur et d'essayer de l'intérieur de faire bouger le système. Maintenant, je comprends et je respecte aussi les choix de ceux qui préfèrent se mettre un petit peu à l'écart par conviction parce qu'ils n'ont pas envie d'en faire partie. Et vous me disiez en coulisses que voilà, on le sent en France, mais c'est pas peut-être partout dans le monde pareil. Alors, cette jeunesse qui s'exprime comme ça. C'est vrai, et donc Forestia est un groupe très, très international. On a 300 sites dans le monde et on est assez équilibré entre les différentes plaques géographiques. Donc ça nous donne effectivement cette position d'observateur.
Et on sent bien ça, vous avez raison, en Europe, dans une moindre mesure aux États-Unis, mais tout de même un peu moins, et très peu en Asie. Ce type de préoccupation est encore, je pense, secondaire. Mais justement, l'intérêt, à mon avis, d'avoir des entreprises globales comme les nôtres, c'est d'insuffler du changement de manière globale et d'essayer d'être des vecteurs de changement aussi dans ces régions-là, pour lesquelles le sujet n'est pas pour l'instant tout en haut de l'agenda. Et ben nous, on va déployer de la même manière nos politiques environnementales, que ce soit dans une usine chinoise ou une usine française. Donc on va contribuer nous aussi, et j'y crois vraiment, hein, que les entreprises peuvent être vecteurs de changement aussi dans l'ensemble des pays. Alors Vanessa Miller-Fels, de la même façon, un commentaire à cette prise de position, on va dire, des étudiants? Beaucoup de respect pour se poser des questions. En fait, je pense que souvent, quand on est jeune, surtout quand on fait des études, il y a le modèle français où on fait des études, on fait tout son parcours académique et à 24 ans, on décide de ce qu'on va faire pour les 40, 50 prochaines années de sa vie. Les US sont vraiment très différentes de ce point de vue-là, puisque souvent on fait ce qu'on appelle un bachelor degree, ensuite on va travailler, puis on revient et on fait un master's quelques années après, avec un peu plus de recul. Et moi j'ai eu un parcours classique français, mais je pense qu'avoir parfois un peu plus de recul ça peut être bien. Et donc c'est assez agréable de voir qu'on a des jeunes qui sont vraiment à 23, 24 ans, capables d'avoir ce recul-là et de se dire quel est mon purpose, quel est le sens que je veux donner à mon travail et à ma carrière, et pouvoir relier ça à des objectifs individuels. Je pense que c'est là où on est le plus fort en fait. Et c'est aussi pour ça, je pense que les entreprises qui sont les plus actives sur la sustainability sont souvent les entreprises pour qui le business model dépend de la sustainability. C'est vraiment le cas pour Schneider. Schneider, c'est la colonne vertébrale de la transition énergétique. Il n'y a pas de transition énergétique sans les entreprises comme Schneider. Après, c'est pas forcément Schneider, ça peut être Siemens, ou d'autres, ABB ou ce que vous voulez, mais il n'y aura pas de transition énergétique sans ce secteur-là. Et donc de penser à quelles sont les entreprises dont on a besoin pour le futur, quels sont les secteurs d'activité dont on a besoin pour le futur, et qu'est-ce qu'on doit transformer pour ce futur qu'on souhaite voir apparaître. Je pense que c'est essentiel. Par contre, je suis d'accord avec Yann, pour cette transition énergétique et écologique, ça ne sera pas eux contre nous. Ça sera pas. On a besoin d'embarquer tout le monde. On a vraiment besoin de travailler ensemble collectivement, et on y reviendra bien sûr avec la force, soit d'entraînement, soit le leadership en fait, qui peut soit venir des gouvernements, soit des entreprises, mais qui peut aussi venir de la société civile. Et on aura vraiment besoin de travailler main dans la main, gouvernement, entreprises et société civile, pour aboutir à ces changements. Michel Fredo. Moi, je trouve ce mouvement exceptionnel, parce que en fait, c'est vous qui allez changer la société, et vous avez en fait, moi je traduirais ça plutôt par une opportunité majeure. C'est pour des gens comme moi qui finissent leur carrière, de regarder ce qu'il y a devant en termes de transformation complète de toutes les industries et de toutes les manières de développer l'activité. Le niveau de changement qui est nécessaire est colossal, et qui va être fait dans les 10, 15, 20 prochaines années par vous. Donc c'est bien d'avoir cette position-là, mais il faut avoir cette position-là, à mon avis, avec positivisme, c'est-à-dire qu'au-delà de la critique, de se dire on va changer les choses, et donc on va participer à ce changement, et on peut participer à ce changement en étant scientifique, en travaillant sur les politiques, en travaillant au sein des entreprises. Et je pense que évidemment les entreprises qui ne pourront pas, ou qui ne souhaiteront pas, ou qui ne seront pas sérieuses dans leur contribution à cette transformation-là, sont amenées à disparaître. Donc moi je trouve ça bien. En même temps, fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Sur les 60 dernières années, oui, on a utilisé beaucoup de fuels fossiles qui font partie du problème. En même temps, on n'a jamais augmenté de façon aussi significative sur une période aussi courte l'âge moyen des populations. On a sorti des milliards de personnes de la pauvreté. Donc il y a eu une innovation, un progrès qui a été colossal, avec un coût qui n'a pas été comptabilisé et qui devra l'être maintenant. Donc le coût des externalités, on l'a raté, c'est vrai.
mais il y a eu quand même des bénéfices. Maintenant, le challenge qui est devant nous, c'est de continuer le même genre de progrès pour l'humanité et pour la planète, en même temps en intégrant tous ces coûts. Bah, merci à vous pour ce premier tour de table, on va dire. Et donc on est parfaitement, on est bien dans les temps, donc tout va bien. Je vais pouvoir passer la parole donc aux étudiants qui sont au premier rang. Je pense que vous avez besoin d'un micro peut-être, hein, c'est ça. Donc on va vous tendre un micro, c'est mieux pour vous entendre, surtout si c'est capté. Et comme ça, on pourra partager tout ça. Donc ils sont, alors oui, donc c'est 6 filles et un garçon. Il a eu beaucoup de courage. Donc il y a Émilie Coutaz, Lucie Bonin, Prune de Charentenay, Léa Bosquet, hein, Marie Codet, Esther Sévenot et Thomas Balestan. Je peux vous laisser aussi peut-être vous présenter aussi puisque vos différentes écoles et puis poser les... C'est bon, je ne me suis pas trompée dans les noms? Non? Vous n'êtes pas là finalement? Bah moi j'ai une liste, vous voyez, mais c'est pas grave. Enfin, vous venez comme vous voulez, il n'y a pas de souci, on fait ça souplement, j'allais dire. Alors allez-y, je vous passe la parole et je suis un peu le maître du temps dans cette histoire, donc je jette un œil de temps en temps sur évidemment la montre, mais allez-y, je vous en prie. Bonjour, moi je suis Lucie Bonin, je suis étudiante à Sciences Po et donc j'ai l'honneur de vous présenter notre première question, on les a élaborées ensemble. Est-ce que l'innovation est vraiment, réellement, une alliée de la transition écologique sur le court terme et sur le long terme pour lutter contre le changement climatique? Alors ça, c'est une question pour tout le monde, c'est ça? Voilà. Alors vous avez tous les trois à y répondre hein, sur l'innovation. Est-ce que c'est une vraie alliée de la transition écologique? Merci pour cette question. L'innovation est évidemment nécessaire, mais elle est vraiment indispensable. Mais après, l'innovation, elle a plusieurs sens. C'est pas seulement l'innovation technologique. Et je pense qu'on en reparlera de l'importance de l'innovation technologique et de certains pièges peut-être de l'innovation technologique, mais aussi elle devra se manifester par des nouveaux modèles de développement économique, que ce soit pour les entreprises ou pour la société. Nous on parle beaucoup de business model circulaire par exemple chez Schneider, les modes de consommation dont on a déjà parlé, donc comment les consommateurs ou la demande se manifestera de façon différente. Et la société en général. Donc c'est vraiment une innovation à tous les niveaux. Comme je l'ai dit, le changement climatique, ça impose vraiment de repenser le monde et toutes les interactions entre société, entreprises, privées, publiques, et donc de penser l'innovation non pas seulement d'un point de vue technologique, mais beaucoup plus ouvert, de questionner l'ensemble de nos actions. Ces changements de comportement sont peut-être, à mon avis, plus difficiles que les changements, que l'innovation technologique. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant des transitions du bois au charbon ou du charbon au pétrole. C'est souvent les comportements qui ont été des freins à l'adoption des innovations technologiques. L'électricité, c'est 1880 avec Edison, et en fait, l'électrification du monde, c'est vraiment les années 1950, et on n'est même pas encore arrivé partout dans le monde. Il y a encore 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Donc, c'est plus non seulement les comportements, mais bien sûr aussi les pouvoirs publics et tous les freins des pouvoirs publics à l'adoption de l'innovation technologique. Sur les énergies, par exemple, sur les innovations technologiques dont on dispose aujourd'hui, qui sont déjà matures. On a parlé des énergies renouvelables qu'il faut déployer à grande échelle. On a une accélération du volume d'énergie renouvelable produit chaque année dans le monde. C'est la première énergie. 95% de l'électricité qui est produite dans le monde, qui est amenée sur le réseau chaque année, vient des énergies renouvelables. Donc c'est phénoménal. La majeure partie de la nouvelle énergie produite vient des énergies renouvelables. Et pour autant, ce n'est pas suffisant. Il faut au moins doubler, voire tripler le volume d'énergie renouvelable produite dans le monde chaque année. Il faut tripler le volume d'investissement dans les énergies renouvelables d'ici à 2030 pour atteindre 4 trilliards par an d'ici à 2030. Et ça, il y a des blocages qui sont évidemment des blocages des consommateurs ou des territoires. Et puis, il y a des blocages administratifs, beaucoup de blocages qui font qu'on n'est pas capable aujourd'hui de déployer, y compris les technologies matures qui existent, qui nous permettraient de décarboner le monde plus rapidement, à la bonne échelle et au bon rythme. Et par ailleurs, on a évidemment des technologies qui sont à l'échelle de laboratoire, qui ne sont pas à la bonne échelle. Et on a aussi des technologies dont
qui ne sont pas prouvés, qui ne sont pas déployés, et se poser cette question du temps, de passer du laboratoire à la grande échelle en 30 ans, c'est extrêmement rapide. On aura peut-être l'occasion de reparler de ce qu'on appelle les technologies de capture du carbone. Donc il y a des innovations technologiques de ce point de vue-là qu'on appelle les direct air capture. On parle que d'ici 2050, il faudrait qu'elle soit capable de capturer à peu près 10 millions à 20 millions de tonnes de CO2 par an, sachant que chaque année, le monde émet à peu près 60 millions de CO2 par an, entre 50 et 60 millions. Aujourd'hui, ces technologies, elles absorbent quelques milliers de tonnes. Et elle coûte cher aussi. Et elle coûte très cher. C'est aussi le problème. Et donc ce passage de l'innovation technologique au déploiement de masse dont on va avoir besoin, ça c'est un gros enjeu qui va devoir mobiliser l'ensemble des acteurs. Alors allez-y, commentez aussi, parce que je pense que la question derrière aussi, ce que veut dire, je suppose, vous dans votre question, c'est est-ce que toujours plus de technologie, ça va nous apporter la solution? C'est un peu ce qu'on entend, très clairement aussi. Moi, je suis ingénieur de formation, donc forcément... Vous n'allez pas dire le contraire. Je ne vais pas dire le contraire. Je pense que la science et l'innovation font partie de la réponse. Donc, nous, on fabrique chez Faurecia des équipements pour les voitures, comme des sièges par exemple. Nos sièges, on veut les fabriquer en consommant moins de matière, moins d'énergie. On veut que les matériaux qu'on utilise soient eux-mêmes un facteur d'émission de CO2 le plus bas possible. Tout ça, ça passera par de la recherche, par de l'innovation, par des brevets. Donc oui, pour nous, l'innovation est une des composantes clés. Maintenant, il faut rester humble. Quand on a défini notre feuille de route de réduction carbone et qu'on a fait valider par SBTI à horizon 2045 pour la neutralité, il y a quelques trous dans la raquette. On n'a pas encore aujourd'hui toutes les réponses. On sait comment faire une partie du chemin. On a des solutions bien identifiées, mais il y a encore une partie du chemin pour laquelle il faudra qu'on trouve des solutions. L'autre élément de réponse, c'est que l'innovation, et tu l'as dit, elle n'est pas uniquement sur le produit ou sur les procédés de fabrication, elle est aussi sur les business models et sur les manières de fonctionner des entreprises. Par exemple, on doit fonctionner maintenant beaucoup plus en écosystème qu'avant, parce qu'on n'ira pas assez vite sinon. On parlait tout à l'heure du temps et de l'accélération. Pour accélérer, il faut s'allier. Je prends un seul exemple sur les matériaux. On s'est allié avec Veolia parce qu'on a besoin de mettre dans nos planches de bord des matériaux qui intègrent plus de recyclés et des matières végétales pour séquestrer du carbone dans les planches de bord. Pour faire ça, on a besoin de s'allier parce que nous, on ne maîtrise pas la chaîne d'approvisionnement de produits recyclés. Donc on a fait cette alliance avec Veolia. Et des alliances comme ça, on les multiplie. D'ailleurs, on a aussi un partenariat avec Schneider Electric parce qu'il faut accélérer. Donc c'est aussi une nouvelle manière de travailler pour les entreprises. Et c'est aussi des nouvelles manières, des nouveaux usages. Je pense que la voiture, on va l'utiliser demain différemment. On achetait une voiture neuve, elle s'usait, et au bout de 15-20 ans, on l'achetait, elle valait à peu près rien. Nous, on pense que ça va changer. Et que la voiture, elle va probablement avoir une durée de vie plus longue. On va probablement la mettre à niveau au cours de sa vie. Pas uniquement la partie électronique, mais aussi les sièges peut-être, ou les planches de bord, pour qu'elles durent plus longtemps. On essaiera de recycler davantage. Donc on crée là aussi des boucles d'économie circulaire sur certains composants, parce qu'une structure de siège, elle peut resservir à la fin de la vie du véhicule, s'il n'y a pas eu d'accident. Donc toutes ces choses-là, c'est pour moi de l'innovation aussi, et ça contribuera à la réduction des émissions. Michel Fredo aussi sur cette question de l'innovation. Vous avez vu, vous avez posé beaucoup de questions déjà. Sur la première, on met du temps, parce que je ne vous dis pas la liste de questions que nous avons sous les yeux, donc on va essayer d'être efficace. Allez-y. Et oui, ça devient challenging, parce que je pense que la qualité de vos réponses était impressionnante. Donc, je vais répondre quand même sur l'innovation, parce que évidemment, il n'y a pas que l'innovation, et je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit. Si on regarde aujourd'hui les technologies qui sont disponibles pour réduire les émissions de 100%, à la grosse, il y en a un tiers, c'est des leviers qui sont disponibles et économiques. Économie d'énergie, on gagne de l'argent en le faisant, on sait le faire dans la plupart du cas. Le passage aux renouvelables. Aujourd'hui, les renouvelables sont hyper économiques, donc c'est facile. Ça, c'est un tiers. Il y a un tiers des leviers qui existent, mais qui coûtent cher. Donc, il faut pouvoir le justifier.
Je mets dedans l'hydrogène, je mets le CCUS, je mets certains biofuels. Donc il y a ces leviers qu'il va falloir travailler de manière à faire baisser leurs coûts. Et il y a le troisième tiers où, comme le disait Yann, on ne sait pas ce que c'est. Et donc la technologie, l'innovation, la R&D doit permettre de le faire. Une des actions majeures auxquelles je pense qui est important, c'est sur le bout du milieu. Parce que sur le premier bout, je pense que ça ne va pas assez vite. C'est-à-dire que sur le premier tiers, on ne va pas assez loin, on ne va pas assez vite. Il y a encore plein d'entreprises qui n'ont pas travaillé jusqu'au bout ces leviers-là. Il y a les contraintes au niveau du développement des renouvelables. Donc le premier tiers, on n'est pas satisfait, mais bon, on sait ce qu'il faut faire. Le deuxième tiers, il faut investir en avance. Et dans ce cadre-là, il y a une initiative qui est intéressante qui s'appelle le First Mover Coalition, qui a été faite par John Kerry, qui travaille avec le World Economic Forum de Davos, où il a demandé à un certain nombre d'entreprises, il y en a une soixantaine aujourd'hui, qui ont décidé de formuler une demande pour des produits décarbonés dans le ciment, dans l'acier, sur le direct air capture, sur un certain nombre de secteurs, en avance de phase, de formuler cette demande pour ces produits décarbonés sur 2030, de manière à ce que du côté de l'offre, on accélère les investissements sur le CCUS, sur l'hydrogène, parce qu'on sait qu'on a cette demande pour 2030, de manière à, même si c'est pas encore rentable aujourd'hui, de pouvoir accélérer ces choses-là. Donc c'est des initiatives intéressantes. Donc voilà, pour répondre à la question, à mon avis, d'avoir ces trois tiers en tête me paraissent importants. Question suivante. Oui, bonjour, Léana Bosquet d'ICEFAC Alternance. Comment mettre en place une transition écologique quand l'on s'aperçoit que de grosses sociétés continuent à lancer des projets climaticides, comme par exemple le projet d'oléoduc chauffé mis en place par Total reliant l'Ouganda à la Tanzanie et soutenu discrètement par de grosses banques? Alors la grosse question, c'est de savoir, est-ce qu'elles sont tous vertueuses ces sociétés? Est-ce que c'est si facile que ça de mettre en place une transition écologique dans ce contexte? Bon. Il n'y en a qu'un qui peut répondre, hein, si c'est possible. C'est ça. Je ne vais pas répondre sur des projets spécifiques. Je pense que ce qui est important, c'est que très rapidement, et c'est le cas en France, mais ce n'est pas le cas partout, les entreprises clarifient de façon transparente leurs objectifs et leurs ambitions sur le climat et sur l'ESG en général. On vient de citer une entreprise française quand même là. Oui. Et même deux noms français. Oui. mais je dis que de clarifier leurs ambitions et leurs objectifs de façon claire et d'être responsable par rapport et responsabilisé par rapport au suivi de ces résultats, à la fois de la part des investisseurs et à travers les mondes extérieurs. Ensuite, les projets spécifiques que les entreprises vont mettre en place pour réaliser ces objectifs ou pas deviennent la responsabilité de ces entreprises-là. Parce que sur chaque projet, on va se retrouver dans des situations de l'extérieur, on dit, on le critique, mais on ne sait pas en interne ce qui a motivé, pas motivé. Donc c'est plutôt de dire, au global, vous vous êtes engagé de réduire vos émissions, votre contribution sur les émissions de temps par rapport à tant horizons de temps, et de ensuite regarder au complet, au global, quels sont les résultats année après année. Alors après, comme on est quand même dans une phase de transition, il y a peut-être quelques projets historiques de certaines boîtes qui sortent aujourd'hui, qui sont peut-être maladroites. Mais pour moi, fondamentalement, le chemin doit être clair sur les objectifs qu'on se fixe et la manière dont on va les réaliser, et ensuite d'avoir une mesure, et c'est pour ça que la mesure c'est fondamental, et une transparence complète sur la manière dont on réalise ces objectifs sur les horizons de temps qu'on s'est donnés. Oui, parce que vous parliez de discours, enfin je rebondis puis vous pouvez commenter, mais c'est vrai qu'on parle souvent de greenwashing et c'est vrai que c'est compliqué d'afficher clairement des objectifs, des ambitions, et quand on découvre derrière qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore totalement nickel, on ne peut pas dire le contraire, c'est compliqué. Mais si c'est pas nickel, ça va se voir dans les chiffres. Hein. Et ensuite on assume ou on n'assume pas les conséquences des actes. Et moi je pense que cette transparence-là et cette mesure-là sont fondamentales, parce que si on se retrouve en permanence
si vous voulez, il y a des choses qui sont nécessaires et compliquées. Parce que si on parle du problème du oil and gas, par exemple, pour prendre le problème, pas le projet, mais prendre le sujet du oil and gas, d'abord, il restera du pétrole, même dans un scénario net zéro à 2050, beaucoup moins, mais il en restera un peu. Et surtout, le rôle du gaz est déterminant dans la transition énergétique d'un certain nombre de pays. Donc, comme vous le savez, un des leviers principaux de la décarbonation, c'est le charbon. Il faut se débarrasser du charbon. C'est la priorité numéro 1. L'Afrique du Sud, par exemple, qui a fait un plan net zéro, auquel BCG d'ailleurs a participé. Donc on était très content d'arriver à ce que l'Afrique du Sud, le pays le plus carboné du monde, le plus endetté du monde aussi, avec le niveau de chômage très élevé, a eu quand même le courage de s'engager sur une stratégie net zéro. Et si vous regardez dans cette stratégie net zéro, en fait, pour décarboner son industrie et donc arrêter le charbon, mais continuer à servir énergétiquement le pays. Bien sûr, le développement du renouvelable est important et on peut l'accélérer si on leur donne les moyens, si on leur donne les financements, ils peuvent l'accélérer. Mais en aucun cas, le développement du renouvelable permettra de compenser le charbon. Donc l'énergie de transition qui est nécessaire pour accélérer la disparition du charbon, c'est le gaz. Donc ils ont besoin de gaz pendant 10-15 ans, de manière à pouvoir accélérer. Donc, c'est pour vous dire que ensuite, si on voit apparaître des projets gaz en Afrique du Sud ou des projets de cette nature-là dans d'autres pays, parce que pour l'Inde c'est la même chose, pour l'Indonésie c'est la même chose, de se dire, ce projet-là il n'est pas bon parce qu'il est climaticide. Alors, il est climaticide si ça dure pendant 40 ans, mais si pendant 10 à 15 ans ça permet de sortir le charbon, c'est pas climaticide. Donc c'est juste de se dire que quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que ensuite, et quand on a la transparence des explications, on a une meilleure appréciation de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien. Vanessa, Émile. Merci. Je suis assez. Je pense qu'en effet, la transition c'est complexe et la question du gaz, on en a beaucoup parlé en Europe autour de la taxonomie et un sujet qui est compliqué. C'est évident. On a une question de dépendance énergétique aussi. Et la question de la sécurité énergétique en ce moment en Europe. Actuellement avec le conflit en Ukraine. Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est justement ça. On a des signaux qui sont très contradictoires du point de vue des pouvoirs publics. Mais par contre, la science est très claire. La science, et y compris l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, ou même le chief économiste de BP ou de Shell, disent très clairement il n'y a pas besoin de nouvelles explorations d'énergie fossile pour répondre à la demande. Donc plus de nouvelles explorations. Ça veut dire qu'on peut continuer à explorer tous les puits qui ont été déjà explorés, plus tous les puits qu'on a arrêté d'explorer pendant le Covid, notamment aux États-Unis. Et c'est justement ce qui est en train de se passer. Aux États-Unis, on a eu une baisse de l'exploration des énergies fossiles pendant le Covid. De nombreux sites d'exploration qui ont été fermés ou qui ont été posés. Et là, avec la crise énergétique actuelle liée à la guerre en Ukraine, y compris un président démocrate, Joe Biden, demande à l'industrie fossile nationale d'explorer les puits qui ont été abandonnés ou qui ont été mis en pause pendant les 2 dernières années. Donc on a vraiment des messages très contradictoires du politique, des marchés évidemment en ce moment qui sont très perturbés, même si la science est très claire sur au moins un aspect, aucun nouveau site pétrolier ou gazier n'est nécessaire pour répondre à la demande globale. Alors après, bien sûr, il y a une question d'équilibre de la demande, parce que si la Russie a tous ses sites fermés, ça a peut-être un peu changé cette question de nouveaux sites ou pas nouveaux sites. Après, on a déjà vu pas mal de pays qui ont interdit justement les nouveaux forages pétroliers et gaziers. On en a à peu près une dizaine dans le monde. Le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la France avait fait quelques pas sur les gaz de schiste, qui décident d'interdire spécifiquement des nouveaux types d'exploration. Et ensuite, on a aussi des banques qui se sont engagées sur les mêmes critères. Tous les financements de l'exploration arctique, beaucoup de banques se sont prononcées en disant nous n'irons pas, nous ne financerons pas des nouvelles. Donc on a vraiment une démarche à la fois de
réglementation, mais on a parfois des signaux contradictoires quand il y a une crise énergétique comme celle qu'on est en train de vivre. Par contre, on est dans une crise énergétique qui est très différente de la crise des années 70. On a des solutions qui sont, comme on l'a dit, beaucoup plus matures. Et franchement, ouvrir un nouveau site pétrolier ou gazier, on n'aura pas de gaz avant 3-4 ans, et ensuite c'est des temps d'exploration qui sont sur 30 ou 40 ans, et donc on va avoir une accumulation du carbone lié à ces sites, alors que si on déployait des énergies renouvelables, c'est aussi 3 ou 4 ans, mais derrière, voilà, il n'y a pas de... Et on en reviendra sur les énergies renouvelables ne sont pas que la seule solution, évidemment, il y a des gros enjeux avec les énergies renouvelables aussi. Et Yann Bréa-Savarin sur cette question des entreprises et de celles qui peut-être ne montrent pas toujours l'exemple. Un peu comme Michel, moi je ne peux pas me prononcer sur ce projet en particulier, de manière générale, je sais que pour vivre de l'intérieur d'une entreprise, les choses sont souvent compliquées, plus que quand on est de l'extérieur. Néanmoins, et je ne pense pas que nous on soit concernés, à ma connaissance, par des projets de ce type. Ce qui est sûr, c'est que, comme tu l'as dit, Michel, la mesure va être quelque chose qui va, à la fin, être le juge de paix. Si on a des indicateurs comme les émissions de CO2 mesurées par des auditeurs externes, le pourcentage de recyclés dans des produits, la taxonomie, on ne pourra pas se cacher longtemps. Donc il y a peut-être des projets aujourd'hui qui échappent ou qui sont lancés malgré ça, malgré leur impact négatif. Mais je suis plutôt optimiste sur le fait que les mesures vont venir mettre fin à ce type de projet. Et ce que j'aime bien dans la question, c'est aussi qu'elle pose la question de la cohérence entre le discours des entreprises et leurs actions, et qui est pour moi une question assez centrale. Et on se la pose beaucoup, nous, en interne, dans le top management de l'entreprise. On est très vigilant à ne pas annoncer des choses qu'on ne tiendra pas, ou à surpromettre, à survendre, ou à l'inverse, à avoir une contradiction entre ce qu'on fait et puis un purpose ou des ambitions affichées. Et donc c'est pour ça que parfois nous, en communication externe, on est un peu prudent parce qu'on veut surtout pas être pris en défaut en lançant des projets qui ne matchent pas avec ce qu'on a pu vendre. Et je pense que là aussi que ça ne durera pas longtemps. Si les entreprises lancent des projets climaticides, elles vont se faire rattraper par la patrouille. Elles vont avoir du mal à recruter, elles vont avoir des investisseurs sur le dos. Donc nous, on pense vraiment que cette cohérence entre la mission et les ambitions et les actions va s'imposer. Alors, question suivante. Est-ce que vous voulez poser une question sur la fameuse question sur la transition? Oui, bonjour, Marie Codet, je suis étudiante à l'IRIS-SUP, donc l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et c'est effectivement une question qui fait écho à ce que Vanessa Miller-Fels disait en introduction. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à utiliser le mot de transition, donc qui par définition désigne une transformation lente et progressive, pour la réponse à l'urgence climatique ? Alors j'allais dire, parce que moi, je regarde le temps en même temps, vous avez beaucoup de questions. Ce que je propose, c'est je reprends, hein, je ne sors pas de vos questions, c'est de les synthétiser avec cette question de la transition, comme ça on passera après à des questions individuelles, parce que vous posez finalement les questions aussi, bon, est-ce qu'il n'y a pas donc, ce paradoxe dans l'utilisation du mot transition? Est-ce que finalement, comment on peut réagir aussi quand il y a aussi des formes de contretemps? Malheureusement, ce qu'on vit actuellement, on peut le sentir ou non comme un contretemps ou une opportunité, on va le dire. Et est-ce que finalement les nouvelles technologies, c'est pas une façon de maintenir dans une certaine illusion d'un sauvetage, etc. Enfin, je fais une question un peu globale sur les questions qui sont abordées, qui sont synthétisées par les étudiants. Alors, qui veut commenter en premier? Vous avez le micro, alors vous êtes prêt à réagir peut-être sur cette idée que finalement on parle de l'horloge climatique et vous en avez parlé, il faut accélérer. Donc finalement, ce mot de transition, est-ce qu'il n'est pas... Alors nous, c'est pas le mot qu'on utilise en effet en interne. Ouais. Nous, on utilise le mot transformation. Et c'est comme ça qu'on a appelé d'ailleurs le vice-président en charge. Il est en charge de la Sustainable Transformation, parce que c'est plus qu'une simple transition progressive et lente. C'est vraiment une transformation complète de notre entreprise, de notre chaîne de valeur, de nos produits, des usages. Donc c'est effectivement, je pense, tout à fait pertinent comme commentaire. Et certains disent, hein, dans les questions, on parle souvent du court terme, des performances économiques face à une urgence. Comment une entreprise comme la vôtre, vous le commentez ce sujet? Sur le sujet du climat, on doit regarder tous les horizons de temps. Et donc on n'oppose pas économique, écologie ou court terme, long terme. On est obligé de maintenant de traiter tous les horizons de temps et tous les sujets de front.
Si on regarde la roadmap, par exemple, la feuille de route de réduction des émissions, on a des échéances très courtes. Nous, fin 2023, on aura déployé des panneaux solaires sur 100 sites. Ça fera 100 mégawatts. Bon, ça, on a lancé ça il y a 2 ans, donc ça va quand même assez vite. Il y a des choses qui vont vite, et puis il y a des choses qui seront plus longues. Dans l'automobile, le cycle pour développer un nouveau produit, c'est une innovation. Elle va être en général peut-être 4 ans avant la mise sur le marché, quelque chose comme ça, voire 5 ans. Donc ça, c'est des cycles un peu plus longs. Et donc on est obligé de gérer tous ces horizons de temps. Et la feuille de route, elle s'étend avec des échéances à 2023-2025, et puis des échéances sur le scope 3 en particulier, qui seront plutôt à 2030-2040. Voilà, mais on est obligé d'étaler quelque part une feuille de route, même si de l'autre côté il y a une urgence, parce qu'il faut s'organiser au fur et à mesure. Oui, exactement. Alors Vanessa Miller-Fels aussi commenter. Alors ce mot de transition, vous avez commencé à en parler, puis plus globalement aussi, les enjeux, les échelles de temps d'une entreprise face à une urgence. Excellente question, et ça m'a fait penser à une citation de Ernest Hemingway dans Le soleil se lève aussi. Où il y a un échange entre deux narrators, enfin deux caractères. Bill demande comment avez-vous fait faillite, et Mike répond progressivement puis soudainement. Et en fait, c'est vraiment ça. Le changement climatique, c'est qu'on a été très progressif. Et là, si on n'accélère pas, on se rend compte que les effets du changement climatique sont beaucoup plus soudains. Et donc, cette question de passer de transition à transformation, c'est exactement le même langage qu'on utilise. Et de rupture, parfois technologique, ou de rupture de business model. Quand on parle de passer d'un business model non pas linéaire, mais circulaire. Donc, on est vraiment dans la même dynamique de transformation. Et je pense que j'en ai assez parlé pourquoi il faut accélérer. Après, sur les objectifs d'une entreprise et comment réconcilier ce temps très court et ce temps long, ce temps plus long du climat, je pense que Michel en a aussi parlé. Les objectifs définis par les entreprises et le reporting qui va être fait sur les objectifs définis par les entreprises doivent être à court terme, à moyen terme et à long terme. Une entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut pas juste avoir un objectif de neutralité carbone ou de net zéro à 2050. Il faut des preuves tangibles et un début de progrès dès les prochaines années. Dès 2025, dès 2030, il faut avoir vraiment des milestones, pardon pour le franglais, des points d'étape d'ici 2050 qui soient extrêmement précis. Et en effet, plus on va vers 2050, moins on est précis. Comme l'a dit Michel, il y a certainement 30% des objectifs de décarbonation qui ne sont pas aussi clairement définis ou qui ne sont pas aussi clairs dans la tête des leaders de cette transformation écologique. Mais il y a des choses qu'on peut cranter dès aujourd'hui. Et donc Schneider a par exemple des objectifs très précis à horizon 2025 et des engagements SBTI, donc Science Based Target, à horizon 2030, 2040 et 2050. Et même à un horizon court, même à horizon 2030, il faut que le monde réduise par 2 son empreinte carbone d'ici 7 ans. Donc on est à 60 millions de tonnes carbone émises chaque année dans le monde. Il faut qu'on soit à moins de 30 ou à autour de 30 d'ici 2030, avec une croissance économique, avec une croissance démographique. Donc il va falloir découpler la croissance économique et démographique de la croissance des émissions de CO2. Et donc ça oblige vraiment on commence à aborder un sujet qu'on entend parler, parce que le mot de décroissance, on n'a pas tellement voulu en parler pendant un temps, mais il est en train de ressurgir, parce qu'il y a typiquement une problématique. On a 7 ans pour, comme vous l'avez dit, réduire et pour certains, moi je l'ai vu, on le voit de près, pour les entreprises qui sont sur des secteurs de croissance, ça veut dire comment réussir à se transformer, non seulement en réduisant mon empreinte carbone de moitié, mais certainement en réduisant mon empreinte carbone de 70-80%. Donc ça veut dire une transformation colossale. Donc c'est particulièrement le cas pour des entreprises qui sont sur des secteurs en forte croissance. Michel Fredo aussi sur cette question du mot de transition en lui-même face à l'urgence et puis on va dire le calendrier d'une entreprise. Non, mais je pense que même le mot de transformation n'est pas assez
rapide, enfin, il ne traduit pas assez l'accélération dans laquelle... J'adore cette phrase que vous avez donnée, hein, parce que c'est exactement ça sur le climat. On a attendu, c'est pas qu'on ne savait pas, c'est qu'on a attendu, et maintenant on est devant le mur, et je pense qu'il y en a encore beaucoup qui attendent. Donc je connais, le mot ne me vient pas, mais c'est une transformation accélérée qui est nécessaire, et c'est clairement pas une transition. Quand on discute avec les entreprises pour savoir c'est quoi les barrières pour accélérer, qu'est-ce qui vous gêne, il y a une première notion qui est déjà la rareté. Il y a la rareté en fait des métaux, il y a la rareté dans la chaîne de valeur de produits amont décarbonés qui n'existent pas encore suffisamment. Il y a la rareté du renouvelable, on n'a pas assez de renouvelables, exactement ce que tu disais. Et du coup, il y a cette notion que, comme dans la chaîne de valeur, les choses n'avancent pas assez vite, ça m'empêche d'avancer assez vite. Donc il y a un peu cette notion-là. Il y a une deuxième notion qui est le business case, qui est... j'ai du mal à démontrer la valeur, en particulier sur le deuxième tiers de changement de levier qui coûte plus cher, et j'ai du mal à justifier cet investissement de part de mes actionnaires. Donc il y a cette notion, ou des banques d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu le côté greenwashing quand même, hein. C'est quand même un peu le côté de... le court terme prime. Parce que quand on regarde, à moyen terme, ces investissements-là, ils sont plus que nécessaires. Le point fondamental là, c'est qu'il faut un prix du carbone. Il faut avoir un prix des externalités et pricer le carbone. Dès que vous mettez un prix du carbone suffisamment haut, ces investissements-là, par définition, deviennent rentables. Et le troisième argument qui est lié d'ailleurs au prix du carbone, c'est les politiques et les standards qui mettent du temps à se mettre en place. Donc c'est ces éléments-là qui en fait bloquent un peu les entreprises dans une phase où décroître de 50% les émissions dans les 7 prochaines années est une vraie gageure aujourd'hui, on peut le dire. Alors merci pour votre réponse sur la transition. Quand j'ai vu je vous félicite pour le travail que vous avez fait, mais quand j'ai vu le nombre de questions, j'ai eu un peu peur par rapport au timing, ce qui est tout à fait logique. Donc j'essaye aussi de reprendre parfois certaines de vos questions pour embrayer et rester évidemment dans le travail que vous avez fait. Alors peut-être qu'on va passer à des questions individuelles, chacun dans la spécificité de leur métier. Alors je crois que Thomas, c'est ça, un micro. Allez-y. Du coup, bonjour, Thomas Balestan, élève ingénieur en dernière année à Isaïe Supmeca à Paris. Du coup, j'ai une question spécifiquement pour vous, monsieur Yann Bria-Savarin. Et du coup, elle rebondit un petit peu sur tout le contexte qu'on vient d'évoquer et qui a été mis en place. C'est est-ce que les entreprises sont-elles à même de pouvoir se transformer avec la rapidité nécessaire pour répondre justement à cette urgence climatique ? Alors, je vais même rebondir au-delà de ça, vous voyez, sur les questions que vous avez mis derrière, que je trouve encore plus centrées et intéressantes, parce que finalement, vous le dites, vous êtes dans le monde de l'automobile. Je pense qu'on a une vraie question à se poser sur les usages, et ils ont une question très pertinente sur est-ce que vous pensez que transformer des voitures individuelles pour les rendre moins indépendantes, c'est une solution durable? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement en termes d'usage avec d'autres transports? Est-ce que Faurecia, dans 20 ans, 30 ans, va continuer à travailler pour l'industrie automobile ou faire d'autres choses? C'est aussi tout ça qu'on peut amener et que je synthétise, je ne dévoile pas, mais je pense qu'on va dans ce sens-là, à travers cette question. Allez-y. Je vais commencer par du coup la seconde. C'est pas. Je pense que il faut faire les deux à la fois. Faurecia, nous, ce qu'on sait faire, c'est des équipements pour des voitures. C'est ce qu'on fait le mieux. Et donc notre conviction, c'est que, et on a aussi la conviction que des voitures, il y en a encore pour un moment, parce que c'est une nécessité, parce que c'est de la liberté, parce que il y a beaucoup d'usages qui ne peuvent pas être remplacés par d'autres choses. Donc évidemment, les autres mobilités. Même s'il y a des jeunes qui n'ont plus de voiture. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Évidemment, les autres formes de mobilité se développent. Moi-même, je vais en vélo au travail, donc je suis un des grands avocats aussi des nouvelles mobilités, et j'utilise le transport en commun pour venir. Donc évidemment ça va se développer, c'est très bien, mais il y a quand même énormément d'usages, et j'ai habité aussi en province au début de ma carrière, où là ça aurait été compliqué d'aller à vélo au travail. Donc il y a encore beaucoup d'usages pour lesquels la voiture reste très pertinente. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est des voitures, et on pense qu'on peut mettre tous nos efforts pour limiter l'impact au maximum, et pas juste en France, mais c'est aussi un raisonnement mondial. Hein. Les États-Unis sans voiture, je pense que ça reste compliqué dans beaucoup d'endroits. Donc
on met nos compétences au service de ce secteur-là. Évidemment, on appelle de nos voeux aussi des évolutions des mix de mobilité. Et même avec la voiture, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on l'utilisera plus de la même manière. Donc le car sharing, le carpooling, toutes ces solutions-là vont aussi se développer. Et c'est très bien, mais il faudra quand même un siège pour s'asseoir et un tableau de bord. Je crois qu'en fait, la voiture, il y a en moyenne 1,1 personne dans une voiture qui circule, et je pense qu'à Paris, si on a une voiture, on la laisse enfermer 90% du temps. Donc il y a aussi tout ça auquel il faut prendre conscience. C'est pas pour arrêter votre activité, mais ça, on le voit bien même dans tous les métiers. Certains évoluent. La SNCF se met en binôme avec justement des voitures, enfin des voituriers, façon de parler. Vous voyez des propositions de vélo. Enfin, chacun est en train aussi d'évoluer dans sa façon de faire. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez une question, une question individuelle? Je crois que vous avez un micro. Allez-y. Vous êtes en train de faire votre petite sélection parce que je vous ai tout bousculé dans votre ordre de passage. Hein. Mais je le savais que, vous voyez, c'est d'être le maître du temps. Même si ça va, je respecte à peu près vos questions, ça va? Bon, alors c'est parfait. Allez-y. Du coup, je m'appelle Maud Evrard, je suis à Paris 1 et j'ai une question pour Michel Fredo. Pour vous, est-ce que transformer l'entreprise est suffisant pour faire face à l'urgence climatique dans la mesure où l'objectif premier reste celui de la croissance? Très intéressant, c'est en lien, on parlait de croissance justement, donc très bien. Alors, par rapport à la problématique climat, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision du système. Ce n'est pas simplement l'entreprise. L'entreprise est importante et elle le devient de plus en plus. Je reviendrai dessus après. Il y a quand même l'État, le rôle de l'État, et le rôle des investisseurs, et bien sûr le rôle du public at large. Enfin, c'est de nous, quoi, hein, et de la manière dont on consomme et dont on se comporte. L'entreprise a un rôle déterminant à jouer. Elle a un rôle déterminant pour toutes les raisons qu'on a données sur ce que va être l'offre et ce que doit être l'offre. Et je dois dire, dans un contexte, juste pour revenir sur un peu l'actualité, où les États, il n'y a pas qu'en France, deviennent de plus en plus faibles. Et donc, compter sur les États pour prendre le lead, malheureusement, on s'aperçoit que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis avec le changement de congrès qui risque de se passer en novembre, on est dans une situation où ces politiques, ces décisions d'investissement, etc., prennent du temps à être décidées. Donc il reste les entreprises et nous. Nous comme clients et comme comportement. Donc au global, on se retrouve dans une situation où il faut, pour respecter les limites planétaires, intégrer le coût des externalités. Donc ça, je pense que c'est un phénomène, et pas que le prix du carbone, c'est vrai pour la biodiversité, c'est vrai pour le traitement de l'eau, etc. Et donc d'avoir un vrai PNL, d'avoir un vrai compte d'exploitation qui intègre les ressources qu'on utilise à leur bon coût. Déjà, pour commencer, parce qu'on a quand même un mode de fonctionnement où nos entreprises quand même ont une capacité à innover et à construire quelque chose d'adapté par rapport à la demande qui est remarquable. Donc il faut continuer à utiliser ce levier-là. Et ensuite, il faut adapter la demande. La demande, il va y avoir des demandes qui vont changer de façon drastique. On l'a parlé dans l'automobile, dans les mobilités, on peut le parler dans l'habillement, on peut le parler dans la nourriture aussi, ce qui est nécessaire, dans la manière dont on mange, dans la manière dont on voyage. Donc ces évolutions-là seront là pour effectivement accompagner ça. Le niveau d'investissement qui est nécessaire, je crois que Vanessa en parlait, c'est au niveau planétaire, pour faire ces transformations-là, c'est 4 000 milliards de dollars par an sur les 20 prochaines années. 30 prochaines années 30 prochaines années. Il y aura de la croissance. L'argent, il est là et il va falloir se transformer. Et il va falloir... Donc, il y aura pour les entreprises qui savent saisir, il y aura de la croissance. Même si le marché au complet va se transformer et les modes de consommation vont évoluer et vont être différents. Donc, je pense que la manière de se dire on va vers une économie de décroissance, on va vers une économie de décroissance sur certains produits et sur certains usages qui, de toutes les manières, quand on réintègre les externalités, doivent cesser ou doivent se modifier.
Mais au global, le marché va continuer à croître de façon forte, à la fois parce qu'il y a besoin de se transformer et parce qu'il y a des nouveaux marchés qui vont émerger. Alors la question suivante, je suppose que c'est pour Vanessa. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour, je m'appelle Prune, je suis étudiante en économie et sciences politiques à la Sorbonne. Donc vous avez un parcours intéressant, vous êtes passé d'institutions publiques à des institutions privées. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment se passe la collaboration entre justement le privé et le public, notamment dans ce qui concerne la transition écologique? Parce qu'on parlait beaucoup d'obstacles peut-être du cadre législatif, des standards. Donc est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ? Merci Prune. Je pense qu'on l'a un peu évoqué à travers nos réponses sur pas mal de questions, mais on parle de transformer la société, donc on parle d'action collective qui implique tous les acteurs de la société, que ce soit le public, le privé, le consommateur final. Et Michel vient juste de parler du consommateur final, ou enfin de l'importance du levier demande. Et le levier demande, dans les modélisations de transition net zéro à horizon 2050, c'est 40 à 70% des réductions d'émissions à effet de serre, selon le dernier rapport du GIEC, qui viendront du consommateur final. Nos choix, vos choix. Le vélo, et quand on parle de sobriété ou de décroissance, ça a une connotation négative qui laisse à penser que tout d'un coup les plaisirs de nos vies seraient différents, mais c'est aussi des modes de pensée. Dans les années 50, on consommait 3 à 4 fois moins de viande qu'aujourd'hui, 3 fois moins de poissons. Bon, est-ce qu'on était moins heureux dans les années... Enfin, voilà, il y a des questions à se poser sur nos modes de vie qu'on n'est peut-être pas suffisamment... Enfin, on n'a peut-être pas suffisamment ces discussions-là aujourd'hui. Donc 40 à 70% des émissions à effet de serre qui peuvent venir de nos comportements individuels. Ensuite, quand on pense... à l'importance du public, enfin de la collaboration entre le public et le privé, c'est évidemment essentiel puisqu'on a parlé déjà de la norme, de la mobilisation des investisseurs, du pôle financier et aussi de la transformation industrielle. Il va falloir transformer l'offre pour qu'elle réponde à une nouvelle demande, où il va falloir parfois proposer une nouvelle offre qui va changer, qui va permettre de changer les comportements. Quand la voiture a été inventée, elle a changé nos comportements. Donc c'est un mouvement de balancier, soit ça vient de l'un, soit ça vient de l'autre, mais ça va être en permanence un dialogue. Et enfin, je pense que ne jamais laisser juste l'un ou l'autre être le pilote est essentiel quand on pense à la question des inégalités. Puisque le changement climatique oblige vraiment à repenser la société dans son ensemble, mais aussi les politiques sociales dans leur ensemble. Aujourd'hui, 10% de la population mondiale, et les 2/3 sont dans les pays développés, aux US et en Europe pour la majeure partie, représentent près de 50% des émissions carbone dans le monde. Et si on regarde le 1%, je pense que c'est peut-être encore... Enfin, ça doit être... Le 1% doit représenter 20 à 30% des émissions carbone. Et donc se poser les bonnes questions de qui doit contribuer à quoi, quels sont les choix économiques et de société qu'on doit faire. On l'a vu évidemment avec le mouvement des Gilets jaunes. Enfin, la transition écologique et énergétique va conduire à des changements d'équilibres sociaux et il faut les prendre en considération si on veut vraiment pouvoir arriver à cette transition accélérée. Évidemment, c'est totalement lié. Alors, je regarde ma montre, non pas par impolitesse, mais parce que je me dis qu'il reste à peu près un quart d'heure. Je voudrais aussi qu'il y ait des questions, évidemment, qui viennent du public, si vous le souhaitez. Je pense qu'on peut faire, si vous le souhaitez, en faisant une réponse rapide, encore 3 questions à nos intervenants. Peut-être rester avec Vanessa, parce que j'aime bien la question sur la biodiversité, parce que ça, c'est un sujet qui monte en puissance. Lequel veut voilà. Bah, finalement, vous intervenez, vous posez la question. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Alice Guillaume-Mancard et je suis étudiante en physique à Sorbonne Université. Et du coup, j'avais vu en regardant le site internet de Schneider Electric qu'il y avait une prise de position pour la biodiversité. Et a priori, c'est pas lié à la question de la gestion de l'énergie. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce que vous faites le lien entre les deux ?
C'est une excellente question et c'est une question qu'on se pose encore plus en interne en ce moment. Et juste pour rigoler un peu, je me suis dit c'est vraiment pour contredire une citation de Chateaubriand qui disait les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. Et en fait, c'est vraiment penser à cette complexité de la transition énergétique qui est, on en a déjà parlé, liée à l'extraction des minerais, parfois à la déforestation dans certaines régions, liée toujours à l'extraction des minerais. La transition énergétique en particulier demande à penser cette relation aux ressources naturelles, que ce soit l'eau, la terre, les minerais, etc. Et donc on a établi chez Schneider une étude d'impact sur la biodiversité de nos opérations et on s'est rendu compte que 95% de notre impact sur la biodiversité est lié en effet au changement climatique et à la question du climat. Il y a une forte imbrication et le GIEC avait d'ailleurs fait un rapport commun avec l'IPBES, qui est, j'oublie le nom parce que c'est en anglais, mais c'est en vrai l'organisme de gestion de la biodiversité au niveau international, donc l'équivalent du GIEC sur la question de la biodiversité, qui ont montré le lien, l'interaction, l'interdépendance entre les questions de biodiversité et les questions de climat. Et évidemment, la perte de la biodiversité qu'on a actuellement, où en fait elle s'est accélérée de 10 à 1000 fois sur certaines espèces par rapport à l'ère pré-industrielle. En fait, c'est vraiment essentiellement des effets du changement climatique. Et puis par ailleurs, les solutions au changement climatique sont extrêmement dépendantes de la biodiversité. Tout à l'heure, j'ai parlé du direct air capture. Ça, c'est ce qu'on appelle les solutions de géo-engineering pour absorber du carbone. Mais la meilleure solution d'absorption ou de capture du carbone qui existe aujourd'hui dans le monde, c'est la forêt. Enfin, ce sont les espaces naturels. Ce qu'on appelle les puits carbone, les puits naturels de carbone. Et malheureusement, on les a extrêmement malmenés. Par exemple, l'Amazone, qui est censée être un énorme puits de carbone, en ce moment, émet plus de carbone qu'il n'en absorbe à cause des déforestations de ces dernières décennies. Voilà, c'est compliqué de résumer des sujets aussi majeurs avec autant de questions qui étaient toutes passionnantes. On aurait pu y consacrer 2-3 heures sans souci. Il y a une question j'avais vu une question pour Yann Bria-Savarin qui est intéressante sur la compétitivité. Il y en a quelqu'un qui veut la poser ? Allez-y, je vous en prie. Oui, en fait, on va mixer deux questions. Donc, Émilie Coutaz, je suis en école de commerce en dernière année de master. Et donc, notre question, c'était en fait comment vous pensez donc rester compétitif face à la concurrence dans votre stratégie d'atteindre la neutralité carbone. Et j'aimerais juste ajouter donc l'Union européenne voudrait donc voir le parc d'automobiles passer au tout électrique d'ici 2035. Est-ce que cette échéance, en fait, vous paraît réaliste ? Merci. Disons, arrêter le véhicule thermique déjà en 2035, ce qui veut dire qu'il faut d'autres solutions. Mais c'est important de le dire. Ouais. Alors, sur la première question... Alors, vous avez grosso modo 2 minutes pour y répondre. Ça va être bien, ça va être facile. Non, mais ça va être facile parce qu'on a une vraie conviction, c'est que moi, je l'inverserais, c'est comment rester compétitif si jamais on ne s'intéresse pas à ces sujets-là. Pour nous, c'est une évidence que la compétitivité, elle passera par être en avance sur ces sujets, parce que nos clients nous le demandent, les constructeurs qui doivent eux-mêmes être neutres en carbone, on fait partie de leur scope 3, donc ils se tournent vers nous et disent qu'est-ce que vous nous proposez ? Parce que c'est pas forcément plus cher, et là je suis pas forcément d'accord avec ce que tu disais Michel. Nous on a beaucoup de cas où en fait les solutions qui sont économes en CO2 sont pas plus chères. Parce qu'on met plus de recyclé, plus de matière végétale dans nos planches plutôt que des produits chimiques, c'est pas forcément plus cher. Donc on a un certain nombre d'exemples, ou alors par exemple un fauteuil, vous pouvez aussi ajourer le fauteuil. Là je sais pas pourquoi il est plein cet accoudoir. Si jamais il était vide, ça rendrait le même service. Non, mais c'est des choses comme ça qui font qu'on peut mettre moins de matière. Et on a énormément d'exemples comme ça dans lesquels notre produit est pas moins cher, et pas plus cher, pardon, alors qu'il est plus vert. Donc pour nous clairement la compétitivité elle passe par l'environnement. Et donc les voitures, c'est très compliqué de faire des prédictions. Nous, on se prépare à ce basculement en Europe vers le 100% électrique. La plupart de nos produits ne sont pas exposés en fait à la motorisation. Donc, je reprends encore l'exemple du siège, mais il est très concret. Qu'on soit dans une voiture thermique ou électrique, on a besoin d'un siège qui est à peu près le même. Donc, on s'y prépare.
Il y a beaucoup de questions sur le chemin vers le tout électrique, sur l'infrastructure, sur la capacité des réseaux à tenir, sur le prix de l'électricité, sur les matières qui rentrent dans les batteries, sur la souveraineté de l'Europe, parce que tout ça, ça vient de Chine quand même. Même en grande sur la partie. propreté des voitures, entre guillemets. Et sur la propreté, parce qu'on a quelque part externalisé la pollution en Chine, et donc effectivement c'est propre dans nos centres-villes. Mais si on fait le bilan carbone et que la batterie vient de Chine, on a un problème là. C'est toute la difficulté. Et puis le mix énergétique ensuite, si c'est nucléaire, le bilan global est quand même positif en CO2. Si jamais c'est en Pologne avec de la production d'électricité charbonnée, c'est beaucoup moins bon. Donc il y a beaucoup de questions. On est assez humble là-dessus, donc je ne sais pas. Nous, on table sur le fait que ça va basculer en 100% électrique comme prévu. Et puis, et on verra. Merci à vous. Alors, il y a peut-être une dernière question, c'est pour Michel Fredo, j'imagine. Voilà, allez-y. Bonjour, Esther Sévenot, donc en master environnement à Sciences Po Toulouse. Vu qu'on a posé quasiment toutes nos questions, moi je voulais revenir sur quelque chose que vous disiez, donc Monsieur Fredo, mais aussi généralement au début de l'intervention, sur le fait que les jeunes générations avaient une opportunité à saisir de la question environnementale, on pouvait imposer nos convictions peut-être en rentrant en entreprise, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une responsabilité majeure qui pèse sur nos épaules ? Ah mais bien sûr, de toute façon, c'est comme on l'a tous dit, enfin, c'est à tout le monde d'agir maintenant. Mais je pense que pour les jeunes, c'est une opportunité où on peut reconstruire toute l'industrie. Donc je trouvais que c'était assez... toute la manière dont on regarde l'économie, donc je trouve que c'est quand même... c'est une chance plutôt qu'une contrainte. Maintenant, si je regarde au niveau de l'entreprise, le niveau de maturité... les jeunes, c'est clair, à la fois au niveau du recrutement, mais aussi au niveau des gens qui sont déjà dans l'entreprise. Il y a une très forte conscience du climat et son importance et son urgence en termes de priorité à gérer. Je pense qu'au niveau des boards et au niveau des comités exécutifs, la prise de conscience est là, et avec tout ce que vous entendez sur ce qui se passe dans les entreprises, même si ça ne va pas assez vite, les actions sont mises en place et les stratégies sont développées. Je pense que le problème, il est plutôt au milieu. C'est la population du milieu des entreprises qui prend les décisions, en fait, ce qu'on appelle le middle management, où là, il y a besoin à la fois d'une prise de conscience chez certains, mais surtout de bâtir les compétences et les outils qui leur permettent d'intégrer la problématique climat dans leur manière de fonctionner et dans leur manière de fonctionner. Et donc moi, mon espoir, c'est que pris entre les jeunes et les leaders, cette prise de conscience et cette transformation va aussi s'accélérer à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est un peu là où ça manque. Merci. Alors, est-ce qu'il y a aussi des questions qui viennent du public? Parce que c'est aussi l'objectif qu'il y a un échange. Il y a un micro là devant, il n'y en a pas d'autre. On va vous passer le micro. Alors, on va vous passer. Vous pouvez vous en occuper. Oui, il y a un jeune homme qui est là pour s'en occuper. Merci beaucoup à vous. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous. Brigitte Herlin. Je travaille pour une start-up qui permet d'économiser l'énergie par le digital dans les process industriels et dans les bâtiments. Donc je fais partie de la solution après avoir pollué pendant 30 ans en étant moi-même dans l'industrie. Et d'abord, je voudrais remercier la table ronde pour la prise de recul des participants et leur angle très complémentaire des analyses. Et je voudrais faire un témoignage et une question. Mon témoignage, il est double. C'est que oui, je constate que les dirigeants des grands groupes ont une réelle conviction aujourd'hui, une réelle prise de conscience et des réels engagements. Mais oui, je constate aussi au quotidien que ce n'est pas encore descendu en bas, notamment dans les usines. Et c'est quand même les usines qui polluent et pas les sièges. Mon deuxième constat, c'est que vous avez parlé, Monsieur Fredo, de plusieurs leviers qui sont réels. Mais que de mon humble expérience, et il ne faut peut-être pas généraliser, mais ce que je vois, c'est que c'est fait en séquentiel. Alors que c'est l'ensemble des solutions qui vont permettre d'aboutir à la neutralité carbone dans les temps voulus. Et concrètement, je constate que souvent, et c'est normal, c'est humain, on va au plus facile, au plus impactant. C'est normal. Donc concrètement, les sociétés vont commencer par verdir. Les ENR, c'est facile, on change les contrats et puis ça impacte beaucoup. Vous avez parlé tous d'économie d'énergie, ça paraît évident, ça paraît le basique, mais en fait,
Ça ne se fait pas du tout à la vitesse attendue parce que ça demande du comportement. Il faut que dans les usines, les opérateurs qui sont devant les machines, eh bien, ils conduisent différemment les machines parce que historiquement, on ne leur a jamais demandé de faire attention à l'énergie. C'était un angle mort et l'énergie, c'est 70% du carbone émis aujourd'hui. Donc ma question, j'en viens, c'est comment on arrive à évaluer l'impact de ces 3 leviers et la manière dont ils ont mis en route de manière concomitante, c'est-à-dire le timing de ces leviers et leur impact. Aujourd'hui, par industrie, par pays, dans le monde, enfin, je ne sais pas comment on arrive à mesurer ça. Qui le fait? Merci. Merci à vous. Le micro est là, si vous voulez répondre, je vous en prie. Merci, et merci aussi pour votre partage d'expérience. Et je pense que, en effet, on a tendance à aller à ce qui est le plus impactant. Enfin, nous, dans toutes les, que ce soit dans le public ou dans le privé, on avait un peu la règle des 80-20. De se refocaliser sur 80% des sources d'émissions et donc de regarder d'abord ce qui a le plus d'impact. Et c'est vrai que quand on fait ça, parfois on va peut-être pas voir le problème dans son ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose les feuilles de route transition net zéro que nous obligent à produire Science Based Target Initiative ou d'autres initiatives comme ça sont très intéressantes parce qu'elles nous obligent à ne pas s'arrêter à 60% du problème, 80% du problème, mais à vraiment aller qu'est-ce qui est nécessaire, quels sont tous les blocs qui sont nécessaires pour atteindre net zéro. Mais sur les 3 leviers que vous avez mentionnés, je pense qu'ils sont tous largement sous-investis, que ce soit l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou les changements de comportement et la flexibilité dans la demande, ils sont tous largement sous-investis et ils sont tous très liés parce que finalement la flexibilité dans la demande, elle pourra être grâce à la digitalisation et certainement des startups comme la vôtre, mais elle va changer les modes de consommation par rapport à l'efficacité énergétique. Et elle va changer les modes de consommation par rapport aux énergies renouvelables. Ce qu'il faut changer dans nos systèmes énergétiques, c'est qu'on produise de l'énergie décarbonée 24 heures sur 24 et qu'on la produise quand il y a des pics de demande. Si on peut enlever ces pics de demande et faire en sorte qu'on n'ait pas à avoir la centrale de gaz ou la centrale à charbon, encore pire, qui fournissent ces pics de demande, c'est là où on pourra arriver. Donc les 3 sont intimement liés et les 3 vont permettre vraiment seulement ensemble, ils peuvent permettre d'atteindre nos objectifs. Si on les prend individuellement, ça rend le travail beaucoup plus difficile, je pense. Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur la diffusion de cette conviction environnementale dans l'entreprise. Pour nous, la meilleure manière de le faire, bon, il y a de la formation, de la communication, mais la meilleure manière pour que ça diffuse, c'est de mettre ces éléments-là au cœur des processus habituels de l'entreprise. Et donc, tu parlais du prix interne du CO2. Nous, on l'a intégré dans les outils habituels pour chiffrer un projet. Et bien maintenant, dans le chiffrage, il y a aussi le CO2 qu'on a valorisé à 75 € de la tonne. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fixé un prix du carbone. Oui, mais beaucoup le fixent, ouais. mais peu l'ont mis dans leurs outils habituels. Et nous, maintenant, il est dans l'outil habituel de fonctionnement, ce qui fait qu'un chef de projet, quand il fait son chiffrage, le coût carbone du projet, il est là. Et donc, entre 2 projets, parfois, un projet qui serait plus cher en euros, sans valoriser le carbone, devient du coup, en valorisant le carbone, devient plus attractif. Et de la même manière, dans les objectifs des gens, et ça reste pour beaucoup de gens quelque chose qui oriente les comportements dans leurs objectifs individuels et dans leur rémunération, on a mis une composante pour l'ensemble des managers du groupe qui est liée à l'environnement et des critères tangibles, pas des nombres de formations, des choses comme ça. C'est vraiment de l'intensité d'émissions carbone en fonction des ventes, des choses comme ça, et qui du coup oriente l'entreprise dans la même direction. Oui, il y a des entreprises qui définissent aussi, on va dire, des formes de bonus en fonction aussi de l'action qui peut être menée en interne. Je crois qu'il y avait une autre. Voilà, il y a deux. On va prendre les 2. Oh là là, je sais pas si on va y arriver parce que là, je suis en train de dépasser le timing là. Alors, on va prendre les questions, on va voir ce que ça donne. Allez-y. Alors, si possible, courte. Je suis désolée, mais on va celle-ci. Bonjour. Voilà. Alors, ouais, oui. Je vais essayer d'aller très vite. Je vous en prie. Mickaël Haddad, je suis directeur innovation au sein du groupe Alstom. Et donc, j'ai entendu un certain nombre de choses avec lesquelles je suis partiellement d'accord, notamment le fait que le rôle des entreprises, c'est la croissance. Je pense que c'est pas ça, c'est la rentabilité. Et je pense qu'on va vers un monde en décroissance. Aujourd'hui, on a des pénuries de tout un tas de matières premières. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de carton, il n'y a plus de gaz. Demain, on n'aura plus de cuivre, on n'aura plus de blé. Dans ce monde-là, c'est pas une question d'argent, c'est simplement une question de disponibilité de la ressource. Et demain, j'allais dire plasticum, demain,
demain, Forestia fera toujours des sièges, mais il en fera moins. Et sa question, c'est celle de son existence. De même, on a dit, il y a des externalités négatives. Quand je regarde mon PIB, quand je prélève du charbon, du pétrole sur ma planète, je ne le remplace pas, donc il disparaît, mais il est dans le bilan d'aucune entreprise. J'entends aussi le gaz comme solution à la transition énergétique. Clairement, si on lit les rapports du GIEC, ça n'est clairement pas la solution. On a construit cette solution puisqu'on a décidé de regarder le pouvoir réchauffant du gaz à 100 ans alors qu'il ne vit que 20 ans. Et on a artificiellement divisé par 5 son pouvoir sur le réchauffement climatique. On a même dit qu'on allait faire du biogaz, donc enlever du carbone qui doit rester dans le sol pour le brûler, le mettre dans l'atmosphère. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est êtes-vous sûr de regarder au bon endroit et d'avoir les bons indicateurs? Et est-ce qu'il ne faudrait pas finalement changer tout ça? On a cité beaucoup de gens. Gramsci disait que la crise vient lorsque l'ancien monde ne veut pas mourir et le nouveau n'arrive pas à naître. Mon impression, c'est qu'on est là. En fait, on a des vieux indicateurs, des vieux systèmes qui ne marchent plus et il faudrait tout changer. J'allais dire, vous avez 4 heures pour répondre. J'allais presque dire que chacun aurait 4 heures pour y répondre, hein, parce que c'est vrai que c'est une vraie réflexion. Merci pour votre question. Allez, Michel Frédot, vous voulez y répondre? Parce que ça va être difficile de faire répondre les trois, vous comprenez, on est un peu malheureusement, on prend le temps, mais on est pris par le temps. Allez-y. J'entends ce que vous dites et je ne dis pas que je suis en désaccord et je pense qu'il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Moi, ma seule remarque, c'est qu'il est grand temps de passer à l'action. Et donc si on se prend trop la tête et qu'on remet trop de choses en question, on empêche d'accélérer et donc il faut faire attention à ce point-là, c'est tout. Allez-y, oui, il y a une question, je vais prendre les questions, parce que bon, on va essayer de faire, je suis désolée, à moins que vous ayez vraiment un commentaire, Vanessa, mais c'est compliqué, non, allez-y. Bon, c'est une question très très courte, et en plus elle s'adresse à Monsieur Frédot aussi. Vous avez la chance, étant au BCG, qui est un cabinet reconnu et qui voit passer plein de clients prestigieux, d'être force de changement et d'impact. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en pratique? C'est-à-dire quand des clients viennent vous voir avec des missions qui ne sont pas centrées sur les enjeux environnementaux ou sociaux, ou se trompent de trajectoire, est-ce que ça fait partie de ce que vous professez et mettez en pratique systématiquement? Alors j'allais dire, vous avez une bonne question, parce que c'était une question qui était dans le listing du panel d'étudiants qui est devant nous. Donc vous voyez, parfait. Donc peut-être pour donner une réponse rapide sur le BCG lui-même, je pense que pour nous c'est à la fois une responsabilité parce que comme vous l'avez, on en a entièrement discuté, c'est tout le système qu'il faut changer, à la fois l'aspect État, l'aspect entreprise, l'aspect finance. Et au niveau mondial, dans toutes les grandes géographies. BCG a une position un peu particulière parce que nos clients sont dans tout le système, dans toutes les géographies. Donc on a cette position particulière où je pense que c'est une responsabilité. En même temps, c'est un business parce que c'est une transformation et nous, on apporte nos compétences de transformation. Et je pense que si on veut avoir vraiment un impact au niveau global, il faut que ce soit un business parce que ça ne peut pas être simplement un investissement personnel des gens, ça sera forcément... Donc à ce titre-là, je pense que notre réalisation de cet état s'est passée il y a 4-5 ans de façon forte, qui en particulier a justifié le fait qu'on m'a demandé, que le CEO m'a demandé de m'occuper du positionnement climat de BCG au niveau mondial il y a quelques années, et qui débouche sur le fait qu'à la nouvelle élection de CEO qu'on a eue, le climat est dans le top 2 des priorités du BCG avec la transformation technologique et digitale, avec des changements d'organisation importants chez nous et des niveaux de ressources qu'on va y mettre de façon très significative avec une ambition que le climat représente à peu près 50% de notre business dans les 5 à 6 prochaines années. Ça veut dire que, en fait, c'est climat inside, c'est-à-dire que dans toutes les missions qu'on va faire, que ce soit de la supply chain, de la stratégie, etc., de s'assurer que cette dimension-là est bien prise en cause de manière... Parce que notre conviction, c'est que si notre métier, c'est de construire l'avantage concurrentiel de demain, comme l'a dit Yann, comme l'a dit Vanessa, ça fait partie intégrante de ce que toutes les entreprises dans le monde entier doivent prendre en compte. Alors je crois qu'il y avait encore 2 mains levées, on peut peut-être prendre les 2 dernières questions. Non, il n'y en a plus qu'une.
Alors, ce que je vous propose, vous posez chacun votre question, vous tournez le micro, on synthétise pour la conclusion, comme ça, voilà, allez-y. Alors rapidement, j'ai entendu Madame Vanessa parler de l'Afrique, en disant que certains en Afrique consomment du bois parce qu'ils estiment que ça a un goût meilleur quand on réchauffe avec du bois. Alors je ne pense pas que ce soit ça. Personnellement, je pense qu'ils utilisent une ressource qu'ils ont à disposition. Donc pour beaucoup, ils n'ont pas accès par exemple au gaz ou à l'électricité pour utiliser peut-être une plaque chauffante. Donc ils peuvent avoir effectivement recours dans ce cas-là du bois. Et je ne pense pas que ce soit pour avoir un meilleur goût. En revanche, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a arrêté d'importer des véhicules qui ont été fabriqués depuis 5 ans. Donc pour nous engager effectivement sur une action de préservation écologique. Donc sur ce point-là, voilà, c'était juste une précision que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors il y avait une main levée devant, allez-y. Oui, vous voulez dire quelque chose, Vanessa? Non, mais je me suis certainement mal exprimée. C'était pas, enfin, c'est plus parler de l'adoption de nouvelles technologies. Ça se fait pas sans changement de comportement du côté du consommateur. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'accès à l'énergie. On a quand même cette discussion sur est-ce que si je passe d'une énergie à une autre, mes modes de consommation vont être les mêmes. Donc voilà, mais c'est certainement, je l'avais certainement mal tourné. Et donc voilà, je prends note de reformuler ça de meilleure façon la prochaine fois. Merci beaucoup. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre participation, pour vos réponses. On a parlé de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a parlé de la biodiversité. Il y a un sujet qui est assez nouveau, mais dont de plus en plus d'entreprises et de territoires se saisissent, c'est l'adaptation au changement climatique. Est-ce que, à votre niveau, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez ou pour lesquelles vous travaillez, vous voyez que c'est un sujet qui est pris au sérieux, qui est déjà vraiment engagé, parce qu'on est déjà à 1,1 degré d'augmentation. On va très probablement dépasser les 1,5. Et il y a une vraie question d'adaptation aussi. Oui, je pense d'ailleurs que le discours a basculé où on nous parle vraiment de nous adapter. Je pense qu'il est clairement apparu tel quel, Michel Frédot. Bon, merci d'évoquer le sujet. Donc ça sera au cœur de la COP suivante. Après la COP 26 et la COP 27 qui se situera en Égypte et que nous accompagnons en tant que BCG sur le développement des objectifs et de où est-ce que des thèmes principaux. Donc ça sera l'adaptation en numéro 1, le financement en deuxième, et avec une focalisation Afrique. Bon, l'adaptation est clairement un sujet. Dans l'adaptation, il y a à la fois le côté urbain, le côté rural et le côté des côtes, avec des problématiques qui sont très spécifiques. La majorité de la problématique d'adaptation aujourd'hui, c'est de développer des plans d'adaptation, en fait, et que chaque pays regarde sa situation qui peut être très spécifique d'un pays à l'autre. La problématique d'adaptation des Philippines n'a rien à voir avec celle du Sahara. Donc il faut pouvoir avoir ces plans d'adaptation. Un des problèmes qu'on a, c'est la compétence des pays à développer ces plans d'adaptation. Donc il y a un problème au niveau d'un certain nombre de pays émergents qui sont victimes du climat, des changements climatiques, de leur donner les compétences de manière à pouvoir développer et de les aider pour pouvoir développer ces plans, et ensuite derrière de les financer. La problématique principale, c'est vrai à 70%, donc il y a 30%, c'est vraiment un problème étatique au départ. C'est au gouvernement de définir et ensuite trouver les financements. Bien sûr que les entreprises peuvent contribuer et vont contribuer aux problématiques d'adaptation, ne serait-ce que sur tout ce qui est la data et la compréhension de ce qu'est aussi de l'adaptation des infrastructures, parce qu'il y a tout un problème d'infrastructure, à la fois d'eau, d'électricité, etc., qu'il va falloir adapter. Mais aujourd'hui, donc ça sera l'objet de la COP, en synthèse, et c'est principalement un problème d'État aujourd'hui, je pense. Alors merci. Est-ce que Vanessa et Yann voulaient faire un petit mot de conclusion rapide pour terminer cette conférence qui aurait pu être encore plus riche? Finalement, si vous aviez été 5, ça aurait été difficile de maîtriser le temps. On va dire, bon, on va pas les remercier de ne pas être là, mais ça n'a pas été facile. Et puis il y avait beaucoup de questions, ce qui est logique. Allez-y. Non, je voulais remercier pour les bonnes questions, les bons échanges qu'on a eus. Je pense que ça stimule aussi, et c'est bien pour nous d'avoir des questions, parce que moi là je repars avec aussi quelques interrogations, et donc c'est très bien. J'espère qu'on n'a pas été trop caricaturaux dans la manière de présenter le point de vue des entreprises, mais parce qu'on est finalement un peu tous sur le même mot. Là, on n'avait pas de contradiction interne dans le panel, ce qui est un peu dommage, parce que je pense que ça aurait enrichi les échanges. Mais en tout cas, j'espère aussi que vous avez senti qu'il y a dans les entreprises des gens convaincus qui essaient de faire avancer de l'intérieur du système ces problématiques-là.
Et avec les limites qu'il y a, on aimerait aller plus vite, on aimerait avoir plus d'impact. Mais en tout cas, on apporte notre pierre à cet édifice. Vanessa, en tout cas, on peut remercier les étudiants pour leurs questions qui étaient souvent très pointues. Vous n'avez pas hésité aussi à poser des questions qui dérangent et il faut le faire sur ces sujets-là. Allez-y. Non, je voulais remercier, c'est un honneur extrême, et surtout quand on nous a rappelé juste avant qui nous avait précédé dans la cité de la réussite. Donc, mais je pense que la transition énergétique et écologique nous demande de nous questionner tout le temps et d'apprendre tout le temps, et donc d'être challengé tout le temps, pardon pour le franglais. Et donc, on apprécie d'avoir ces échanges d'idées. On n'a jamais trouvé la solution, il n'y a jamais une solution, et on en a beaucoup parlé. Ça nécessitera la mobilisation de tous, et peut-être encore plus du levier demande que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire encore plus de mobilisation de la société qu'on l'a vu aujourd'hui sur les changements de comportement. Allez, Michel Frédot, vous voulez dire un dernier mot ? Non, mais je voulais vous remercier. Je pense que c'est une discussion très intéressante et très importante. Je pense que vraiment, ma conviction, c'est qu'il faut passer maintenant à l'implémentation et à délivrer les projets qui sont nécessaires pour réaliser ces objectifs-là, et qu'il faut mobiliser toutes ces ressources sur le développement de ces projets, à la fois en alignant les aspects gouvernementaux, les banques, les entreprises, et de manière à pouvoir accélérer les projets qui sont sous-tendus par rapport à ça. Donc, passer à l'action. Voilà, ça sera le mot de conclusion. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci aux étudiants qui avaient bien préparé toutes ces questions. Et merci à vous tous. Merci aussi pour votre écoute. Et donc, très belle cité de la réussite et cité de la terre. Bon après-midi. Merci.